Salut tout le monde, c'est Jeannot, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans Actu Mème, on passe en revue quelques mèmes parmi les plus marquants du mois de février 2026. Je rappelle qu'on ne traite pas des sujets en profondeur et que c'est une sélection non exhaustive avec les infos du moment, donc n'hésitez pas à compléter la liste en commentaire. Et on commence tout de suite avec quelques mèmes issus du Japon. On est parti. Le 4 février dernier, le compte Twitter Euphorbia10182 poste une vidéo montrant un petit singe très attaché à sa peluche. Et c'est tellement mignon que ça devient instantanément viral et l'animal devient la nouvelle mascotte des internautes, qui vont alors poster tout un tas de photos de lui. Il s'agit d'un bébé macaque du zoo d'Ichikawa au Japon, baptisé Punch en hommage au célèbre mangaka Monkey Punch, auteur du tout aussi célèbre Lupin 3. Et l'histoire derrière la relation de ce jeune macaque avec sa peluche est en réalité assez triste. À sa naissance, le 26 juillet 2025, Punch-kun a été abandonné par sa mère, et de ce fait, les équipes du zoo ont dû jouer ce rôle pour lui. Mais du coup, le problème, c'est que Punch n'a pas pu apprendre les codes comportementaux de ses semblables, qui vont alors le rejeter assez violemment. Pour y remédier, les équipes du zoo ont eu l'idée de lui donner cette fameuse peluche d'orang-outan comme substitut à sa mère. Les internautes prennent alors la vraie mesure de ces images, mais plutôt que de se laisser emporter par la tristesse, les encouragements à l'égard de Punch retentissent à grands coups de hashtag #HangInTherePunch. Le courage dont fait preuve le petit orphelin pour s'intégrer à ses semblables inspire profondément les internautes, et ça se traduit par des mèmes de toutes sortes faisant le parallèle avec le destin tragique d'Arambi, ou encore imaginant ce que deviendra Punch une fois un adulte endurci par cette expérience. Et bien évidemment, il y aura aussi des fanarts tout mignons. Et comme avec le phénomène Mudeng il y a quelques années, cette popularité a entraîné une forte hausse de la fréquentation du zoo. De nombreux fans y sont allés pour apporter directement leur soutien à Punch-kun ou profiter du buzz sur les réseaux, car bien évidemment, le cynisme est toujours de la partie, ça changera pas. Et en parlant de cynisme, c'est Ikea qui a sauté sur cette occasion pour se faire une bonne grosse pub. Oui, parce que la peluche d'orang-outan, en fait elle vient de chez eux à la base. Et cette histoire a eu pour conséquence de faire grimper drastiquement les ventes de la peluche. Et ils ont poussé le cynisme jusqu'à en offrir un stock au zoo. C'est quand on voit ce genre de choses qu'on a envie de rejeter le monde moderne et de retourner aux singes. Mais malgré toutes les difficultés qui parsèment son chemin, Punch tient bon. Il a trouvé des parents de substitution qui l'aident à s'intégrer au groupe. Indirectement, au travers de ces images, Punch nous donne plusieurs leçons. La première, c'est qu'il faut arrêter de voir les animaux comme des êtres inférieurs et de les enfermer dans des enclos insalubres. Et la deuxième, c'est que même lorsqu'on se sent seul et rejeté, il faut persévérer et garder en tête qu'il y a toujours un espoir que les choses s'arrangent. Incroyable! Le Japon a trouvé un moyen de produire de l'électricité en utilisant l'énergie générée par les piétons des grandes villes. Si vous traînez sur Instagram ou sur TikTok, vous avez très certainement vu passer cette information. Il s'agit d'une copypasta née sur Instagram en 2025 qui s'est répandue dans les commentaires et surtout les descriptions de beaucoup de vidéos. Peu importe qu'il y ait un rapport avec les sujets des posts, puisqu'il s'agissait apparemment d'un hack de l'algo Instagram permettant de booster la visibilité des Reels et de créer de l'engagement auprès des utilisateurs. Du coup, c'est plus un scam qui sert à faire des stats qu'une réelle copypasta. Pas de blagues, de légendes urbaines ou même de trolls. Non, ici on est vraiment dans le fond du cynisme algorithmique. Et à force de tourner dans les commentaires et les descriptions à droite et à gauche, la copypasta a évolué. Durant le mois de février 2026, elle change de forme pour devenir une image macro utilisant divers gifs pour évoquer avec un humour très second degré la révolution que cette technologie impliquerait. Et dans le même temps, la copypasta accouche d'un autre variant qui va se répandre en parallèle, surtout sur TikTok, dans des vidéos montrant le plus souvent des personnages en train de marcher ou courir pour mettre en image les Japonais quand leurs téléphones n'ont plus de batterie. Mais toute cette histoire, aussi dingue qu'elle puisse paraître, est pourtant bel et bien tirée de faits réels. Tout commence en 2006 quand le jeune japonais Hayamizu Kohei, fraîchement diplômé de l'université de Keio, fonde la société SunPower avec comme projet fou de créer un système permettant de transformer les pas en électricité grâce à un système de dalles piézoélectriques qu'il baptise Power Generating Floor. En gros, en marchant sur la dalle, le mécanisme applique une tension sur des cristaux quartz qui vont alors générer de l'électricité. C'est le même mécanisme qu'on retrouve dans les allumes-gaz ou les briquets. Ce système a été testé à Shibuya en 2006 et dans les stations de métro à Tokyo entre 2008 et 2009. Une idée qui sera honteusement pompée cette même année par Lawrence Campbell Cook, qui lancera la version anglaise PaveGen, dont on a un peu plus entendu parler ici en Occident. Mais dans tous les cas, que ce soit le Power Generating Floor ou PaveGen, cette technologie ne peut pas générer suffisamment d'énergie pour servir à autre chose que d'allumer une ampoule pendant 5 minutes ou recharger un téléphone. Mais c'est très loin d'être suffisant pour éclairer genre une station de métro ou pallier aux besoins énergétiques urbains. Sans parler bien évidemment du coût de production et de l'entretien de ces dalles
mentale fragile. Bref, c'est loin d'être une nouvelle technologie et c'est loin d'être révolutionnaire. Ça date d'il y a 20 ans et si on n'a pas déjà partout sur nos trottoirs, c'est parce que c'est pas du tout aussi efficace que des panneaux solaires ou des éoliennes. Les kiffeurs d'aisselle étaient à l'honneur durant ce mois de février 2026, mais aussi les amateurs de chevaux et de jeunes filles. Et là, normalement, avec cette combinaison de mots, vous commencez à vous poser des questions. Vais-je devoir fuir pour continuer à dormir, ou bien vais-je devoir sortir ma carte d'identité pour continuer à regarder cette vidéo? Uma Musume, c'est une licence cross-média qui met en scène de mignonnes jeunes juments idoles qui font des courses hippiques. Et j'ai bien conscience de tout ce qui ne va pas dans cette phrase. Bref, à la base, c'est un manga de Wanyu et Katsumi Nakayama, publié en 2016, adapté en animé en 2018, et en gacha game sur mobile en 2021 au Japon. Ce n'est qu'en juin 2025 que le reste du monde découvre ce My Little Pony à la japonaise, et que le fandom déjà conséquent suite au succès de l'anime s'agrandit considérablement. Forcément, ça donne naissance à pas mal de détournements, et de même sur cette histoire d'idole galopante. Et c'est le 6 février, autour d'une discussion sur un obscur Discord, que Kuchozao poste cette animation 3D, montrant Sakura Shiono O lécher langoureusement les selles de Sakura Bakushin O, qui, vous l'aurez compris, sont deux de ses pouliches issues de la franchise. Probablement que ça doit sentir l'avoine là-dessous, parce que les aisselles de Bakushin sont très appréciées dans la communauté, un peu comme celles de Reimu de Toho Project, mais avec le facteur cheval en plus. Quant à Kuchozao, c'est un nom bien connu du fandom Uma Musume, puisqu'il réalise pas mal de détournements sur cet univers, notamment des petits clips d'animation en 3D, mais en temps normal c'est des trucs safe et inoffensifs quoi. Bref, son œuvre devient instantanément virale et circule largement sous forme de gif sur Twitter. Et la scène va être reprise de plusieurs façons, dans des mèmes de toutes sortes, mais aussi dans des fanarts et autres redraws, reprenant ces deux personnages, en particulier sur Twitter et sur Reddit. Très vite, Kuchozao a supprimé le post d'origine de ses réseaux, probablement effrayé par la bombe qu'il venait de lâcher. Même si les vieux loups de mer le savent bien, Internet a déjà vu bien pire que des poneys qui se lèchent les aisselles durant ces 20 dernières années. Le 29 janvier, le nouveau Tomodachi Life était présenté lors d'un Nintendo Direct spécial, dévoilant tout un tas de choses sur le jeu, notamment des nouveaux personnages comme Jess, Patrick, le Dr Winters, Carlo, Crystal, Mocha, mais surtout celui qui a un look sorti de nulle part et sur qui toute l'attention des internautes va se porter, le bouffon Hugh Morris. Alors déjà, RIP les Hugh Morris qui se sont fait pointer sans avoir rien demandé, merci pour eux, et s'il ressort du lot c'est déjà parce qu'il a un nom complet par rapport aux autres, qui en plus est un jeu de mots foireux avec humorous en anglais, et surtout le fait qu'il soit un bouffon. Et Internet aime bien les bouffons, hein, ça depuis le temps on a compris. Mais surtout, il ressemble terriblement à une autre bouffonne très populaire sur Internet, Pomni de la série Amazing Digital Circus, dont on avait déjà parlé il y a quelques années. Hugh Morris est alors repris dans différents formats de mèmes, se moquant du personnage, mais il va surtout être repris dans des fanarts qui vont le rendre de plus en plus sexy à mesure que le fandom grossit. Ainsi, Hugh Morris s'inscrit dans la lignée de Pomni et autres Wally Darling, des personnages très colorés et mignons qui font fantasmer certaines franges des communautés Internet, mais avec un succès bien moindre que ces derniers, du moins pour l'instant. Danny Slicer est un personnage énigmatique apparu sur TikTok le 7 février 2026, en publiant sa première vidéo consistant en un montage de différentes photos où il pose en contre-jour avec une tronche ultra sérieuse, ce qui lui donne une certaine aura de méchant de film, du moins si l'on en croit le ressenti de pas mal d'internautes. Là où d'autres vont voir une pâle imitation de Walter White, de Gordon Freeman, de Steve Jobs ou encore de Vsauce. Certains vont s'amuser à étoffer le lore du personnage, l'imaginant en CEO de Evil Corp, utilisant les vidéos dans des montages dramatiques pour faire de lui le méchant ultime de 2026. Alors qu'en fait, y a pas vraiment besoin d'en inventer quand on voit la ribambelle de trous du cul qu'on a au pouvoir un peu partout dans le monde actuel. Mais au-delà de la moquerie et des détournements, le vrai débat autour de ce personnage qui a enflammé les espaces commentaires, c'est est-ce que Danny Slicer est une vraie personne ou est-il généré par IA? Et je vais pas vous faire mariner plus longtemps parce que ça a été débunké assez vite. Oui, c'est de l'IA. Ça n'a rien d'étonnant, ça fait déjà quelques temps qu'il existe des influenceurs entièrement générés par IA sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que derrière il y a une vraie personne qui a entraîné une IA avec sa tronche pour se transformer en Dark Sasuke, mais si c'est le cas, il ne s'est pas encore exprimé de lui-même. Et ça n'a pas empêché certains utilisateurs de chercher sa véritable identité, en trouvant des photos de personnes qui lui ressembleraient, ou bien sont-elles aussi générées par IA? Bref, les TikTokers s'amusent avec le perso et ils pousseront jusqu'à lui créer un antagoniste tout aussi caricatural, James Pierce.
pseudo James Bond entièrement généré par IA, là y a aucun doute, qui est montré dans des mises en scène tout aussi ridicules de premier degré que celle de Slicer, et reprise dans le même genre de montage par les TikTokers. Dites-vous qu'il y a infiniment plus de créativité humaine dans les montages qui reprennent ces persos que dans les persos eux-mêmes. Mais ça n'a pas empêché tout ça de cartonner sur la plateforme durant ce mois de février. Clavicular s'est fait frame-moguer. Si vous avez rien compris à cette phrase, c'est que vous naviguez très loin de la monosphère des Luxmaxers, et franchement, c'est pas plus mal. Mais du coup, ça veut dire quoi? Mais parce que des nouveaux mots, il y en a au moins un par semaine depuis quelques années maintenant, et bien sûr, la plupart sont majoritairement issus de communautés états-uniennes, ou tout du moins anglophones. Donc, Clavicular, c'est le pseudo de Braden Peters, un influenceur américain de 21 ans qui officie sur TikTok et Kik. Récemment, sa cote de popularité a explosé auprès du grand public et des médias états-uniens qui l'érigent en représentant du mouvement Luxmaxing, une tendance née dans les communautés incel de la manosphère durant la première moitié des années 2010 et qui a commencé à devenir mainstream durant les années 2020 quand l'algo TikTok a décidé qu'il était bon de booster toutes ses vidéos de coaching ultra toxique. Pour maximiser leur apparence physique et correspondre au canon de beauté hollywoodien dans le but ultime de pécho, les Luxmaxers font des trucs comme se broyer les os du visage au marteau, se bourrer de stéroïdes anabolisants et autres joyeusetés pour se muscler, avoir une mâchoire de Tchad et rester sec. D'après leurs experts, maximiser leur physique leur ouvrirait magiquement toutes les portes de la réussite et améliorerait considérablement leur niveau de vie. En conséquence, ils méprisent et discriminent les autres hommes sur leur apparence physique, parce que pour eux, quelqu'un qui n'a pas l'air d'un Tchad est forcément un idiot, un loser qui ne mérite pas de vivre. Je vous laisse donc imaginer leur point de vue sur les femmes. Bref, c'est dans cette ambiance que le jeune Clavicular s'est formé, si on peut dire. Après s'être infligé une violente transformation physique qui a impressionné ses semblables, il s'est autoproclamé coach en lookisme. Et en bon influenceur, il donne et vend des cours à d'autres gamins tout aussi désespérés. Mais je vous rassure tout de suite, il est apolitique, heureusement. Hein, c'est pas parce qu'il est proche de Nick Fuentes ou alors qu'il s'est retrouvé par hasard en boîte avec Andrew Tate pour chanter Heil Hitler de Kanye West qu'il est d'extrême droite, hein, bah non. En gros, si les incels ultramasculinistes apolitiques avaient une mascotte, ce serait Clavicular. Bref, tout ça pour dire que le 5 février dernier, il a fait un stream IRL où il s'est incrusté à une soirée étudiante à l'université d'Arizona, durant laquelle il a été photographié à côté du chef de la fraternité étudiante du bahut, lui aussi un gros Luxmaxer. Et là, ça a retourné les réseaux. On pouvait lire partout que Clavicular s'était fait frame-mogged. Et là, on y retourne pour une explication de texte. En gros, le mogging, ça n'a rien à voir avec une pratique bizarre dans l'univers de Final Fantasy. C'est du jargon mascu pour dire qu'un homme en domine un autre au niveau de l'apparence physique ou du look, suivant les codes esthétiques du lookisme. Et le frame-mogging, c'est quand cette domination se distingue avant tout par la stature, la silhouette, le sculpte du corps, à un niveau presque géométrique. Du coup, pour résumer l'affaire, le gars qui se vend comme un spécialiste du physique et de l'apparence s'est fait ridiculiser par un chef de fraternité étudiante sorti de nulle part. Bon, en fait, il sort pas vraiment de nulle part, hein, puisqu'il s'agit de Varys Gillage, un autre influenceur Luxmaxer de TikTok. Bref, les internautes saisissent l'occasion pour s'amuser de cette mode en exagérant à outrance la situation, avec des termes comme brutally frame-mogged, qui sonne comme un drame absolu, un PTSD dont on ne se remettrait pas. Et le terme clavicular frame-mogging sonne tellement absurde qu'il appellerait presque de lui-même à s'immiscer parmi les meilleures expressions nées de la culture web. Un peu comme un captcha qui déconne, quoi. Le terme explose alors en popularité et s'incruste dans plein de formats de mèmes différents pour se moquer des mogueurs. Et oui, je sais, c'était beaucoup d'explications pour pas grand chose. Bref, quand la culture de l'apparence physique est tellement devenue une obsession qu'elle commence à s'auto-digérer. Après la dopamine, les influenceurs des réseaux sociaux ont découvert un nouveau terme scientifique, le cortisol, une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales qui est libérée dans l'organisme quand l'individu est soumis au stress. C'est pour ça qu'elle est surnommée l'hormone du stress, même si elle joue aussi d'autres rôles importants comme la régulation de la glycémie, de la pression artérielle ou encore du système immunitaire. Durant l'année 2025, le cortisol est devenu la nouvelle obsession des influenceuses autoproclamées coach en santé sur les réseaux, communiquant à leur audience des solutions pour améliorer leur santé et surtout leur physique en régulant leur taux de cortisol, reprenant alors la fausse notion de fatigue surrénalienne qu'on retrouve dans les pseudosciences depuis plus de 20 ans et qui n'a jamais été prouvée par les études. Du coup, réguler son taux de cortisol devient la solution miracle vendue par tous les charlatans d'internet. Oui, parce qu'en vrai c'est pas quelque chose qu'on peut réguler par nous-mêmes, hein, ça se fait tout seul. On commence à voir apparaître des punchlines parlant de pic de cortisol pour mettre en image une tentative d'énerver quelqu'un, en gros c'est la nouvelle expression qui remplace le mot trigger, et on voit émerger des mèmes mettant en scène des
les individus qui contrôlent leur niveau de cortisol. Beaucoup vont utiliser le terme dans des montages pour moquer des influenceurs santé, comme Gotis sur TikTok, qui a relancé la tendance fin 2025 d'ailleurs, et c'est comme ça que le mème passe du format de simple expression au format graphique, avec la création du compteur de cortisol, qui va être incrusté dans des vidéos montrant des gens qui restent détendus malgré une situation très stressante, ou au contraire laissent éclater leur fureur, et donc leur taux de cortisol. En janvier 2026, le mème atteint les communautés de Luxmaxer, portées par ces jeunes influenceurs comme Clavicular dont on parlait précédemment, qui sont obsédés par leur apparence et horrifiés par le moindre morceau de peau flottante sur leur corps. J'imagine même pas la gueule de leur couille. Et la popularité du mème explose lorsqu'il en rencontre un autre bien plus cringe, mettant en scène une vidéo générée par IA montrant Logan Paul qui pose en uniforme SS avec en fond la chanson Feel So Close de Calvin Harris. Le compteur de cortisol a un potentiel mémétique plutôt élevé. Il est universel, simple, efficace et peut être utilisé au premier comme au second degré dans tout un tas de situations. Mais sinon, en cas de soucis de santé, mieux vaut faire confiance à un vrai médecin plutôt qu'à un influenceur, hein. Si on a une qui maîtrise son taux de cortisol pour le maintenir super bas, c'est bien Kyoko Kirigiri, même quand elle est sur le point de se faire éclater par une grosse presque hydraulique. Ce personnage et cette séquence animée sont issus du célèbre jeu d'enquête visual novel Danganronpa Happy Trigger Havoc, développé par Spike Chunsoft, le premier jeu de la licence Danganronpa, sorti sur PSP en 2010 au Japon et en 2014 en Occident. Kyoko est un personnage réfléchi, caractérisé par son calme extrême, capable de garder son sang-froid, même face à des cadavres. Dans le 5e chapitre du jeu, elle est accusée à tort du meurtre d'un de ses camarades de classe, et si le joueur échoue à la faire innocenter, ça déclenche sa mauvaise fin, où elle se retrouve derrière un bureau d'écolier sur un tapis roulant, qui l'emmène très lentement vers un énorme compacteur qui s'abat à un rythme régulier dans son dos, la mise en scène accentuant la pression ressentie au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche. Une scène terrifiante qui marquera le fandom, et qui ressurgit 16 ans après, lorsque Axbot l'utilise dans un post Twitter pour illustrer son anxiété sociale, en mixant la séquence du jeu vidéo avec un remix de 60 Carp, reprenant le thème de la chanson Thick of It de KSI, mais avec les instruments du générique de Thomas Lautrin. Le mélange de la scène ultra dramatique et de la musique enfantine provoque un effet comique inattendu. Le montage est alors repris comme un mème de type POV par les jeunes TikTokers qui s'en servent pour exprimer avec humour des situations de stress intense en rapport avec l'école ou des conflits avec les parents à la maison, genre quand tu leur as désobéi et que tu attends la sentence qui va s'abattre irrévocablement. Mais la séquence est aussi utilisée comme exploitable en remplaçant Kyoko par d'autres personnages d'autres univers. Illustrer un profond désespoir de cette façon en l'associant avec une petite musique absurde, c'est surtout un bon moyen d'expurger son anxiété et d'en rigoler, et de dealer avec la pression du quotidien. Un mème plutôt positif et ça fait du bien. Février, c'était aussi le grand retour du bébé de la famille Sinclair, les dinosaures anthropomorphes de la série sitcom de 1991, Dinosaures. Une série créée par Michael Jacobs et Bob Young qui met en scène une famille de dinosaures il y a 60 millions d'années, mais avec un quotidien proche de la société américaine moderne, un peu comme les pierres à feu quoi. 2 ans avant Jurassic Park, ses costumes et ses marionnettes de grande qualité designées par Kurt Thatcher envoyaient de la bûchette préhistorique, et en ont fait l'une des séries télé les plus chères à produire de cette époque. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué son annulation. La série est notamment connue pour s'être terminée sur un dernier épisode au ton inhabituellement dramatique qui a choqué les spectateurs de l'époque. Ce qui fait qu'on retrouve de temps à autre les personnages de cette série dans des mèmes, en particulier la mascotte de la série, le bébé Sinclair, qui est la plupart du temps utilisé en images ou en vidéo de réaction. Et le 29 janvier dernier, il revient sur Twitter avec ce post caricaturant le look des possesseurs de corvettes quand ils vont manger dans un resto chic. Oui je sais, c'est extrêmement précis. Et pour mettre ça en image, l'internaute utilise une photo du bébé Sinclair générée par IA où on le voit se tenir debout avec un air très fier de lui. Une image qui circulait déjà depuis quelques temps sur ImageFlip ou Facebook. Il n'y a pas fallu attendre longtemps pour que ça devienne viral au royaume de l'IA générative qu'est Twitter, et pour que d'autres s'amusent à déguiser leur nouvelle poupée numérique en stéréotypes de toutes sortes. Au passage, Grok le décrit comme étant une grenouille. Ça expliquerait pourquoi il est devenu de plus en plus moche au fur et à mesure de régurgitation par les IA gènes. Mais ça n'empêche pas d'aller moguer les Luxmaxers. Et il est à droite sur l'image. Vous êtes plutôt au bracelet ou au collier?
C'est indirectement la question posée par cette illusion d'optique. Une photo postée le 22 février par Kazmunegaz dans le subreddit Optical Illusion, mais qui a été supprimée par la suite car il ne s'agit pas d'une illusion d'optique à proprement parler. L'image a été repostée le même jour sur Twitter par Doxygay qui ajoute en légende « Je suis secrètement dans une situation financière catastrophique dont je ne me remettrai peut-être jamais ». Alors en réalité c'est plus un zoom sur une main enfoncée dans une poche qu'une illusion d'optique, très certainement issue d'une pub pour un pantalon ou pour un bracelet. Ou peut-être que c'est encore de l'IA, mais ça n'a pas empêché les internautes de laisser aller leur imagination pour y voir un cou et un collier dans un t-shirt. Et ça a donné naissance à des détournements étranges mais très marrants à base de longs coups poilus façon autruche. Les dessins et autres montages photos vont imaginer à quoi ressemble le gars quand on dézoome la photo, et à l'heure où on se fait spammer de looks backslop partout, ça fait bien rire tout le monde. A noter aussi qu'il suffit simplement de retourner l'image pour y voir encore autre chose. Mais seulement si vous avez l'esprit mal tourné, j'imagine. Depuis quelques années, la méta des miniatures YouTube, ça ressemble à ce genre de choses. Des images ultra retouchées de moins en moins naturelles, avec des youtubeurs qui exagèrent au max leurs expressions faciales, au point que c'en est ridicule, dans des mises en scène tout aussi exagérées, avec quelques mots-clés pour pousser le spectateur à cliquer. Un type de miniature qui est fortement encouragé par l'algo de la plateforme et qui pousse tout le monde à faire la même chose, et donc uniformiser le contenu au maximum. Et ça s'est pas arrangé avec l'IA générative. Ça inspire l'artiste Jamie à créer une parodie reprenant les codes de ses miniatures, mais en les adaptant à l'univers d'un bébé. Une idée simple, mais incroyablement efficace comme en témoigne l'engouement provoqué. Elle poste ça le 25 janvier 2026 sur Blue Sky et donne naissance au BabyTube. Ça cartonne et inspire rapidement beaucoup d'autres à imaginer ce à quoi ressemblerait YouTube si les bébés faisaient des vidéos. Les miniatures vont alors les mettre en scène face à des découvertes incroyables en rapport avec leurs univers, donc ça peut être des jeux, des comptines, les compotes, les relations avec les parents, leurs angoisses, bref, tous les traumatismes qu'un bébé peut expérimenter au cours de son apprentissage de la vie et de son environnement direct. Mais contrairement aux youtubeurs, les bébés ont réellement des visages très expressifs quand ils découvrent de nouvelles choses. Pour le coup, c'est vraiment naturel à cet âge-là. A noter que le même a accouché d'un variant reprenant exactement les mêmes codes, mais cette fois-ci avec des animaux. La puissance de ce mème, c'est que, en plus d'être très drôle et de s'être posé comme un petit vent de fraîcheur et de légèreté dans les timelines bien ternis par les actualités, il est aussi facilement reproductible. Il parvient très simplement à mettre en évidence le problème avec la méta des miniatures YouTube actuelles qui infantilise le spectateur pour le faire cliquer, indépendamment de la réelle qualité de la vidéo et du propos qu'on va trouver derrière. On s'est tellement habitué à être pris pour des cons que ça paraît normal. Et je vous garantis que c'est pas évident quand on est forcé de s'adapter à ce genre de choses pour garder sa chaîne à flot. Alors qu'à une époque, tout était bien plus simple. Pour attirer le public sur internet, il suffisait juste de dire Cliquez, cliquez, bande de salopes, laissez les commentaires, bande de salopes, clique, salope. Le 12 février dernier, Danny Spud, un jeune lycéen connu pour ses vidéos de harcèlement moral où il fout la merde volontairement pour provoquer des débordements, se rend à une manifestation anti-ICE qui avait lieu à son bahut de Lake Zurich dans l'Illinois, dans l'objectif de provoquer les manifestants, en filmant le tout avec ses Ray-Ban Meta. Il y déambule en arborant une pancarte I Love ICE, en exprimant verveusement son amour pour la police de l'immigration états-unienne aux méthodes extrêmement violentes ayant déjà entraîné la mort de plusieurs citoyens et autres rafles qui n'ont rien à envier à la Waffen-SS de l'époque. Quand soudain arrive un autre lycéen agacé par son attitude qui le prévient poliment qu'il va le frapper s'il continue. Danny renchérit alors de plus belle en lui disant qu'il y aura des conséquences s'il le fait. Manque de bol, le gars est déter comme Jaja et lui décroche un direct du droit tout en maintenant un niveau de cortisol relativement bas. Instantanément, Danny poste sa vidéo sur les réseaux et ça provoque un raz-de-marée sur Twitter et enflamme les débats sur le sujet. Le lycéen au point ravageur devient un symbole de l'opposition à ICE et un héros pour beaucoup d'internautes qui vont alors faire son éloge au travers de nombreux montages de toutes sortes, reprenant cet arrêt sur image de l'instant où il prépare son Falcon Punch, l'immortalisant ainsi au sein de la culture web en tant que mème internet, aux côtés des classiques du genre comme Bienvenue dans la famille Fils de Resident Evil 7 en 2017, la photo de l'influenceuse coréenne Soal en 2024 ou encore l'indémodable Punch Nazi, une tradition fortement ancrée dans la culture populaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'est étrangement perdue durant cette dernière décennie. Côté conséquences pour les deux lycéens, il y a celui qui assume et qui prend 2 jours de suspension et celui qui n'assume pas et se victimise partout où il peut. Je vous laisse deviner lequel. Un mème qui nous rappelle qu'il n'y a pas besoin de se fracasser la mâchoire à coups de marteau pour être un BG et briller en société. Voilà
pour les mèmes les plus marquants de février. Encore une fois, c'est une sélection non exhaustive que je vous invite à compléter en commentaire. Like, partage et boost sur téléphone sont les bienvenus pour soutenir la chaîne. Et si vous avez loupé ma dernière vidéo sur le roi des mèmes et celle d'avant sur les origines des mèmes, eh bien foncez les voir et activez les notifs d'abonnement pour ne pas louper les prochaines. En attendant la suite, prenez soin de vous et mémez-vous.